Ben, il y a un moyen théorique, mais très honnêtement, dans le fond de moi-même, je pense que la chélation à base d'eau siliceuse, hein, donc le principe, hein, il est défendu par mon collègue Christopher Exley en Angleterre, qui dit, ben voilà, il est impossible de connaître la charge en aluminium d'un individu, parce que si on lui dose l'aluminium sanguin ou l'aluminium urinaire, on ne trouve rien. Des quantités, enfin, on est très proche du background normal que tout le monde a, plus ou moins. Parce que l'aluminium ne reste pas dans les milieux liquides, il a tendance à s'absorber dans les tissus, notamment dans le cerveau, comme vous le savez. Et donc il a dit, donc pour avoir une impression sur la charge en aluminium d'un individu, il faut essayer de mobiliser cet aluminium qui est capturé dans les tissus, et la meilleure manière de le faire, c'est de mettre son ligand naturel, qui est la silice. Hein, je fais une incidente, l'aluminium c'est le métal le plus représenté sur la croûte terrestre, très loin devant le fer, hein, par exemple. Mais il n'a pas posé de problème jusqu'à maintenant parce qu'il est dans un équilibre ultra stable dans la lithosphère, associé à de la silice et à de l'oxygène. Et donc quand on met de la silice, de l'oxygène et de l'aluminium, ça fait une roche indestructible, et tout le vivant, malgré la très grande quantité d'aluminium sur la croûte terrestre, s'est développé sans être au contact de l'aluminium, parce que tout était trappé dans la lithosphère de façon ultra stable. Et en fait, la donne a changé à partir du moment où on a voulu utiliser l'aluminium comme le métal de l'avenir. Il a été découvert en 1854, si je me souviens bien, et puis c'est un métal tellement extraordinaire, avec tellement de propriétés géniales, que les extractions d'aluminium ont monté en flèche. Si vous voyez les chiffres par rapport à n'importe quel autre métal dans le monde, c'est vraiment totalement exponentiel. C'est faramineux depuis les années même 70, à quel point il y a l'extraction de l'aluminium de la lithosphère pour en faire un nombre de déclinaisons considérable, qui fait que ça le met au contact de la biosphère pour la première fois dans l'histoire du vivant. Et donc ça c'est un problème parce que l'aluminium est toxique et que le vivant n'est pas préparé à faire face à ça. Il n'a prévu aucun système de défense autre que les barrières naturelles, qui ne s'appliquent pas que à l'aluminium, qui sont pour tout, la barrière cutanée, la barrière digestive, la barrière respiratoire. Mais une fois que cet ion très réactogène rentre dans le vivant, il y met un souk terrible, c'est-à-dire qu'un atome d'aluminium dans une cellule, ça va tout de suite déclencher des cascades d'événements indésirables. La production de radicaux libres, ça va modifier la structure des protéines, ça va être toxique pour la mitochondrie, ça va être toxique pour l'ADN. Donc il y a un nombre d'effets indésirables liés à la seule présence d'aluminium dans une cellule qui est considérable parce que le vivant n'est pas préparé à faire ça. Donc, sur cette base, la silice reste le ligand naturel de l'aluminium, et mon collègue Exley a dit, ben voilà, si on fait boire de l'eau siliceuse, donc de l'eau de Volvic, pendant 48 heures à quelqu'un, et qu'on dose à ce moment-là l'aluminium dans ses urines, sur les urines de 24 heures, tout l'aluminium que la silice de l'eau de Volvic va rencontrer dans l'organisme, ça va se coller, et hop, tout ça va sortir du tissu, et ça va aller être pissé dans les urines. Et donc, il dit, voilà, il est possible d'avoir une appréhension en disant ce bonhomme, il a plein d'aluminium, ou ce bonhomme, il en a moins, parce qu'on n'arrive pas à le mobiliser, en fait. Mais de là à imaginer que, en buvant de l'eau de silice, même en très grande quantité tous les jours, on va arriver à mobiliser suffisamment d'aluminium pour avoir un effet thérapeutique, moi, je demande à voir. Et notamment pour un aluminium qui est situé en position intracellulaire. C'est-à-dire probablement l'aluminium qui est attrapé par la technique de Exley, c'est l'aluminium, par exemple, qui est dans l'os. Hein. L'aluminium, il peut passer
dans les cristaux osseux, à la place du phosphate de calcium, on fait un phosphate d'aluminium, et l'os ne s'aperçoit de rien. Et donc là, on est en position extracellulaire, c'est-à-dire que s'il y a de la silice qui circule, elle peut attraper un ion d'aluminium, le sortir de l'os et l'envoyer dans les urines. C'est pas du tout la même chose si on parle de particules qui sont à l'intérieur de cellules qui essaient de s'en débarrasser et qui n'y arrivent pas. Donc là, la diffusion de la silice, ça peut arriver, mais avant qu'on arrive vraiment à solubiliser suffisamment d'aluminium pour constater un effet thérapeutique, ça me paraît peu crédible. Nos patients, donc, ils ont une maladie qui répond à une maladie qui est connue depuis 1969, qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique, qui est officiellement reconnue comme une maladie depuis 1969, qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique, ou encéphalomyélite myalgique, c'est-à-dire inflammation du cerveau et de la moelle à présentation de douleurs musculaires. Ce syndrome de fatigue chronique a beaucoup embêté les médecins parce que son diagnostic est difficile, parce que c'est un cadre fréquent, puisque ça touche 2% de la population adulte aux États-Unis, où ça induit plus de 20 milliards de dollars de frais sanitaires directs et indirects tous les ans aux États-Unis. Donc c'est un problème de santé publique absolument majeur, et qu'on ne sait pas tellement quoi proposer aux patients. Donc, pendant longtemps, les médecins n'ont pas voulu s'intéresser à ça. Les CDC, les NIH ont toujours essayé de capter l'argent que le Sénat donnait pour travailler sur le syndrome de fatigue chronique, pour le mettre dans ce qui les intéressait plus, c'est-à-dire les nouvelles maladies infectieuses, jusqu'au moment où les associations de patients ont obtenu de faire rendre gorge au système sanitaire américain et les contraindre à mettre de l'argent pour la compréhension du syndrome de fatigue chronique lui-même. Donc c'est une affaire, je raconte ça dans le bouquin, qui ne s'est pas passé dans la facilité, puisqu'il y a le président, le directeur des CDC s'était fait mettre à la porte, convoqué devant le Sénat pour détournement de fonds, etc. C'est quelque chose d'assez sanglant. Mais comme par miracle, les résultats se sont vus assez vite, puisque l'argent est réellement allé à ceux qui travaillaient sur le syndrome de fatigue chronique, et donc maintenant, on sait des choses sur le syndrome de fatigue chronique. La première chose, c'est que il existe des perturbations immunologiques dans le sang de ces patients, mais que jusqu'à maintenant, on ne comprenait rien à ces perturbations immunologiques, parce que selon les études et selon les patients, on voyait les trucs au plafond, les trucs en bas, les trucs au milieu, et donc il était très difficile de sortir une idée claire, jusqu'au moment où la Columbia University a eu l'idée géniale de reprendre, je ne sais plus combien, je crois qu'il y avait 250 patients, leur faire un screening extrêmement précis de tous leurs marqueurs inflammatoires et immunologiques, et de caler les résultats sur la date des premiers symptômes. Et là, tout par magie est devenu clair. C'est-à-dire que pendant les 3 premières années de la maladie, tous les marqueurs sont au plafond, c'est-à-dire qu'on est dans une phase d'activation immunitaire extrêmement importante. Et à la 3e année, il y a un effondrement de l'immunité. Il y a ce qu'on appelle immune exhaustion, c'est-à-dire un épuisement immunitaire. Le système immunitaire n'en peut plus de répondre à ces stimulations chroniques, et donc on passe dans une immunodépression longue. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on observe chez nos patients, c'est-à-dire que nos patients, ils ont eu un état d'immunodépression. Quand on dose des cytokines, elles sont basses, elles sont comme les symptômes de fatigue chronique en général, et ça colle bien avec l'idée d'un immunostimulant dans le système immunitaire dont on n'arrive pas à se débarrasser, et qui stimule trop longtemps le système immunitaire, et que le système immunitaire finit par se mettre en grève en disant on ne peut plus rien faire. Alors, ces événements immunologiques systémiques s'accompagnent, dans le cadre de l'effondrement, du refus de l'organisme de continuer à répondre à cette stimulation, à une mise quasiment en hibernation des métabolismes. C'est-à-dire que le métabolisme arrête de produire de l'énergie.
Donc pour produire de l'énergie, vous savez, c'est souvent à partir du glucose, on fait de la glycolyse, ça produit un peu d'ATP, puis après il y a un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs, peu importe, qui va finir par donner à la mitochondrie de quoi produire l'ATP qui est le substrat énergétique de la cellule. Et donc on a montré qu'il y a un endroit qui se bloque très particulièrement dans le syndrome de fatigue chronique, qui est l'entrée, entre la fin de la glycolyse et le début de ce cycle de Krebs qui donne ordre à la mitochondrie de fabriquer de l'ATP. Et donc, il y a une sorte de dysfonctionnement mitochondrial dans l'incapacité des mitochondries des patients de fabriquer de l'énergie, de l'ATP. Et donc, c'est probablement le mécanisme essentiel de cette fatigue excessive et intolérable qu'ont ces patients. Et donc, les traitements qu'on propose cherchent à rétablir la production d'ATP par les mitochondries. Donc, il y a quelque chose qui marche pas mal, on donne du lévocarnil, c'est-à-dire de la L-carnitine, qui est une manière connue, quand on a une maladie génétique des mitochondries, c'est ce qu'on utilise habituellement. Donc le lévocarnil donne d'assez bons résultats. Donc l'idée, c'est de relancer le métabolisme. Malheureusement, tout ce qui est... au début, on disait, bon, c'est une maladie inflammatoire, ça va être un peu une maladie auto-immune, donc il faut sûrement pas mettre de corticoïdes, parce qu'en fait, il y a un petit effet bénéfique au début, puis après, les patients deviennent complètement dépendants des corticoïdes, on n'arrive plus à les arriver, ils font toutes les complications des corticoïdes qu'on peut imaginer. Et donc, tout ce qui vise à moduler l'inflammation ne marche pas. Et donc, je pense qu'on est plus vers des traitements de type métabolique, où on essaie de relancer la machine à produire de l'énergie au niveau cellulaire. On n'a naturellement aucune évidence d'une amélioration pour l'instant de l'imagerie cérébrale, puisque les patients ont une imagerie qui est très caractéristique. Et donc l'idée, maintenant qu'on a bien défini les caractéristiques délétères cérébrales, ils ont un hypométabolisme du glucose dans les aires postérieures du cerveau. Justement, ça ressemble un peu à des Alzheimer, pas tout à fait, heureusement pour eux, mais on est dans quelque chose qui vaguement ressemble à un pré-Alzheimer. Et donc on attend de pouvoir maintenant faire des thérapeutiques, mais avec une évaluation longitudinale des marqueurs de production d'énergie, de la neuroimagerie, des tests cognitifs, et voir si vraiment on a un bénéfice réel, ou si on a un petit bénéfice ressenti, mais pas officiellement clairement présent. Voilà, donc